Est-ce que le fait de porter un foulard, alors ça dépend de son foulard, il faut l'avoir. Est-ce que sa façon de porter son foulard entrave les règles d'hygiène, les règles de sécurité? Est-ce que c'est prosélyte? Est-ce que ça entrave ses aptitudes à la mission? Donc, quelle est sa fiche de poste? Est-ce qu'elle voit des clients? Quel type de clients? Quelle relation aux clients ou pas? Est-ce que ça entrave l'organisation du travail? Et est-ce que ça entrave l'image de l'entreprise? Une jeune fille s'est fait embaucher avec un petit bandana dans un magasin de vêtements sexy et tout s'est toujours bien passé. C'était la seule vendeuse, elle avait son petit bandana. Et puis un jour, le petit bandana devient gris, puis devient long, puis devient un bonne sœur, et puis devient un vrai look de bonne sœur avec un grand truc qui va jusqu'au pied. Bon, et bien là, les clients ont commencé à dire « Moi, je ne peux pas lui faire confiance pour m'habiller sexy puisqu'elle est lookée comme un sac à patates. Donc, je peux absolument pas, ça peut absolument pas être ma conseillère. » Donc, comme elle n'a pas voulu remettre son bandana, elle a été licenciée, c'est parti en jurisprudence. La jurisprudence a estimé que dans ce cas-là, dans ce contexte-là, c'était proportionné et justifié par la nature de la tâche puisque, effectivement, son objectif, sa mission était de vendre des vêtements de femmes et que là, la confiance de la clientèle était avérée, c'était plus possible d'obtenir cette confiance. Mais votre difficulté, c'est que c'est de l'étude de situation par situation. C'est-à-dire que si d'emblée, vous aviez répondu « on ne peut pas se présenter dans une entreprise avec un foulard », elle pouvait monter en jurisprudence et beaucoup d'entreprises, vous le savez, ont été condamnées quand elles font des interdictions générales et absolues puisque ça doit être lié à un des 6 critères. Hein? Et si ça n'entrave pas un des 6 critères, il n'y a absolument rien dans la loi française, dans l'état actuel du droit, aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir des lois, mais pour faire une loi, il faut qu'il y ait entrave à droit d'autrui et entrave à l'ordre public. La Cour européenne l'impose. Donc on ne fait pas une loi comme ça. Quand on a fait une loi pour les écoles, la loi qu'on a fait pour les écoles, on a montré qu'il y avait entrave au désordre public de l'école parce qu'on a fait une relation entre les jeunes filles qui portaient le foulard et qui ne voulaient pas aller à certains cours. Donc entrave à l'ordre au service public de l'école. Et on a eu des témoignages de jeunes filles musulmanes qui ne voulaient pas porter le foulard, qui avaient des pressions des garçons, qui leur disaient « tu n'es pas une bonne musulmane, tu ne veux pas porter le foulard ». Donc le deuxième exigence européenne était remplie, il y avait entrave au droit d'autrui. C'est pour ça qu'on a pu proposer aux députés la loi pour réduire la liberté de manifestation, de liberté de conscience à l'école, parce que ces 2 conditions étaient remplies. On ne peut pas être au-dessus de la loi. Mais par contre, les 6 critères, quand ils sont bien maniés, suffisent complètement pour garder cette espèce de paix sociale que vous abordez, mais qui est un objectif, qui n'est pas un critère. Parce que s'il y a quelques années, on avait utilisé la subjectivité des clients pour empêcher, par exemple, la discrimination des femmes, c'est-à-dire quand les premières femmes ont été chefs, eh bien, les 3/4 des hommes ne supportaient pas que les femmes soient chefs à l'époque. Et si on avait utilisé la subjectivité des clients ou des collègues pour accepter cette discrimination sur le genre, on n'aurait jamais avancé. Et c'est ça que ceux qui sont un peu plus âgés nous rappellent, c'est qu'on applique les 6 critères de la même façon à tous les salariés, que ce soit la kippa, le turban, le foulard. Donc ça dépend aussi du look, c'est-à-dire quand on arrive avec un machin, un look bonne sœur pour vendre des téléphones, c'est pas pareil quand on arrive avec une petite casquette, un petit foulard, un petit bandana fleuri avec des lunes roses. Hein. Donc ça renvoie à une image. Je préfère la bonne sœur. Inès, allons-y. Enfin, pour compléter... Parce que moi, ce que j'aimerais, vraiment, la question est très claire. Hein, c'est, elle va postuler. Oui, je pense qu'il faut, alors dans effectivement le cas présent, sur les conseils que vous pouvez lui apporter, comme le disait Dounia, effectivement, on ne peut pas exiger d'une salariée systématiquement qu'elle montre ses cheveux pour exercer en particulier un poste d'ingénieur. Il n'y a pas de prescription technique qui impose à une femme de rendre ses cheveux visibles pour ce type de poste-là. Par contre, vous pouvez travailler avec elle, parce que vous disiez qu'elle était sur un look bonne sœur, et en lui disant, il faut aussi travailler à
concilier les impératifs de l'entreprise et effectivement ses convictions à elle. Donc lui dire, si tu ne souhaites pas montrer tes cheveux, on est dans un pays effectivement qui respecte la liberté de pratiquer sa religion et a priori l'entreprise ne peut pas te l'interdire de manière systématique. Maintenant il y a façon et façon de cacher ses cheveux. Et lui dire, au même titre que l'entreprise ne va pas accepter que ses salariés du jour au lendemain viennent habillés en punk, en gothique, en rappeur avec des chaînes, une casquette, des baskets, et sur le fait que l'entreprise ne peut pas accepter que tous ses salariés aient des tenues vestimentaires qui soient extravagantes et qui affirment de manière très très importante et très très forte leurs convictions, leurs souhaits, leurs choix musicaux, etc. Lui dire, il faut aussi faire preuve d'un petit peu de neutralité. Donc arriver à concilier finalement le fait de dissimuler ses cheveux et les attentes de l'employeur qui sont d'avoir des salariés qui rentrent entre guillemets dans une certaine neutralité. Très concrètement, elle met quoi sur les cheveux? Elle peut très bien mettre un bandana. Si elle n'a pas envie de montrer ses bras, elle peut très bien avoir un col roulé avec un manche longue. C'est-à-dire que l'entreprise ne lui imposera pas d'arriver en mini-jupe et décolleté. Donc elle peut avoir un style vestimentaire qui est sobre et qui cache les parties de son corps qu'elle ne souhaite pas montrer sans pour autant être couverte d'un drap noir de la tête aux pieds. Mais donc, ça veut donc dire qu'il y a du vrai travail à faire avec cette question. Oui, et puis juste une chose aussi, puis il faut aussi peut-être lui poser la question, qu'en penses-tu toi? C'est-à-dire, elle sait parfaitement dans quelle société elle vit, à quel problème elle va être confrontée, et c'est vrai qu'elle peut aussi avoir un raisonnement sur ce qui l'attend. Vous n'avez même pas le droit de lui conseiller de ne pas tenter sa chance. Donc, en fait, ce qu'elle vient chercher chez vous, ça n'est pas une réponse à sa question, c'est d'être confortée dans ce qu'elle pense déjà. Parce qu'elle sait qu'elle va postuler en ayant son voile. Donc, ce qu'elle cherche chez vous, c'est quelque chose, en fait, une question à laquelle elle aurait pu répondre elle-même. Je pense que si vous la mettez devant elle-même et devant le raisonnement qu'elle peut avoir sur elle et sur ses choix, moi je respecte, on parlait de Daniel Lévy tout à l'heure, moi quand Daniel Lévy ne chante pas le vendredi soir et le samedi soir, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, Daniel, je ne peux pas ne pas respecter ton choix, mais sache que tu ne feras jamais carrière. Et il ne fait pas carrière. Et pourtant il est beau, il chante très bien. Donc elle est peut-être excellente dans ce qu'elle fait, mais elle aura un problème. Y a-t-il une question encore? Oui, alors... Oula, il y a des questions partout. Oui, alors effectivement, je lui ai expliqué cela. A contrario, on a une étudiante de la même promotion qui a été diplômée la même année, c'est-à-dire cette année, comme elle, qui est voilée, mais qui a juste les cheveux, qui se présente en tailleur et qui a été embauchée dans une entreprise en tant que consultante. Donc voilà, je lui ai donné l'exemple, je lui ai expliqué cela, mais en fait, petit à petit, on a commencé à discuter, parce que je la connaissais un peu. C'est une revendication. Ouais. C'est-à-dire, on sait très bien que ceux qui ont lu le Coran, on sait très bien que l'interprétation du port du voile, je ne vais pas repartir dans ce débat, pour la kippa, c'est pareil, on peut très bien se déplacer dans kippa sans que le tonnerre gronde. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une revendication de ce qu'on est, puissamment. Alors, si quelqu'un revendique ce qu'il est, ben qu'il le revendique, mais qu'il aille jusqu'au bout, qu'il ne prenne pas des béquilles. Ben, voilà, je lui ai dit, vous avez fait un choix il y a 2 ans, maintenant, et voilà, par rapport à... Disons que son choix est pas... Enfin, l'exemple que vous donniez sur son ami qui avait trouvé un poste, donc le message à faire passer, c'est les entreprises et la société ne vous imposent pas de renoncer complètement à votre identité et à ce que vous êtes. Mais soyez conscient que vous ne pouvez pas non plus, si vous avez des choix qui sont extrêmement arrêtés et que vous n'êtes pas décidé à faire le moindre effort et le moindre pas vers l'entreprise, il ne faut pas vous attendre non plus à ce que l'entreprise vous accueille. Hein. Merci aux uns et aux autres. Je vais ajouter une chose. Il y a beaucoup de questions, donc je vais vous demander de bien réduire vos réponses et ici de bien formuler vos questions. Il y avait d'abord Madame attend depuis pas mal de temps, Monsieur juste après, et je sais, il y a des questions là-bas. Allez-y, Madame. Bonsoir, Graciela Rioux, journaliste, mais j'évite de surinterpréter les choses en général. Vous êtes donc l'exception. Non, ma question s'adresse plutôt à Joseph Louvenon. En tant que dirigeant chrétien, comment est-ce qu'il considère la religion dans l'entreprise, lui? Ah, pas
mal. Si on peut avoir un témoignage, réfléchissez 2 minutes et on revient vers vous, ou vous y allez. Attention, je vous donne 1 minute, Donc comment considérez-vous la religion en entreprise? C'est comme ça, non. Simplement, mais ça remet à un autre débat, et qui est celui de ma vie professionnelle par rapport à une loi que je respecte. C'est un autre débat. Et je ne pense que les problèmes de discrimination, de pratique, sont peut-être moins liés à des phénomènes religieux qu'à cette revendication identitaire. Parce que je crois que dans notre société, il ne faut pas que nous ayons une laïcité qui empêche les religions de s'exprimer. Et c'est un des problèmes de la laïcité française. Alors comment faire le départ entre l'affirmation identitaire et le fait religieux? Dunia Bouzar. Mais une fois de plus, ce sont des productions historiques, ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que on aurait pu avoir ce débat-là quand les Juifs se sont sédentarisés. Finalement, ça s'est construit autrement. C'est-à-dire que l'histoire, évidemment, a fait que la relation au judaïsme avec le monde du travail s'est réglée de façon tout à fait différente que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les musulmans. Ce qu'on vit dans les entreprises est le reflet de ce qui se passe au niveau de la production historique en France, en Europe et dans le reste du monde. Donc, il y a une vraie difficulté, parce que je suis d'accord avec vous, dans les textes, la laïcité au sens du système juridique qui permet justement à tous les citoyens d'avoir librement leur liberté de conscience tant qu'ils ne l'imposent pas aux autres. Ce système juridique, normalement, permet l'expression des religions tant qu'elles n'empiètent pas sur les autres. Mais sur la question musulmane, on a un vrai souci pour faire la différence entre ce qui appartient à la liberté de conscience, donc effectivement à ce que la République garantit à tous les citoyens, y compris dans les entreprises, et à l'utilisation, à l'instrumentalisation de la religion par certains individus, ou voire même à faire la part des choses avec le radicalisme. On sait le faire pour les juifs et les chrétiens. Pour les musulmans, c'est pareil. On a une espèce d'hésitation. On a tendance à prendre les musulmans pratiquants pour des intégristes et à valider les intégristes comme des musulmans. Je vous donne un simple exemple. Quand il y a eu le débat sur la burqa, enfin ce qu'on a appelé la burqa, certes, il y a eu une loi, mais les groupuscules minoritaires voulaient faire croire aux pays occidentaux et notamment aux Français que la burqa était une simple pratique musulmane au pied de la lettre. C'est un peu l'exemple qu'a cité Elie Chouraki pour le foulard, mais je le prends pour la burqa. Les groupuscules minoritaires voulaient faire croire que la burqa, c'était une simple pratique religieuse, un automatisme. On a eu la loi, mais si vous faites un sondage en France, 95% des Français sont aujourd'hui persuadés que la burqa, c'est bien une simple pratique musulmane. Or, la burqa, elle a 50 ans d'âge, l'islam a 14 siècles, la burqa, elle vient de sortir. C'est comme le crachat par terre, c'est comme pas tendre la main aux femmes, c'est comme refuser de se faire soigner par un docteur. Tout ça, ça vient de sortir. Ça sort principalement en Europe. Bon. Et on a du mal à savoir où mettre le curseur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui relève de l'islam et de la manipulation de l'islam. Pour les chrétiens, on sait faire. Pour les juifs, on sait faire. On fait comme pour soi. Pour l'islam, il y a cette présomption d'altérité, on se dit oui mais chez eux, puis ils ont éclaté le Bouddha, et puis ci, et puis ça. Il y a cette présomption nous parasite l'application des critères communs qu'on ferait pour David et Jean-Pierre, à mon avis. Merci beaucoup, Dunia.